Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à Saline. Bonjour Antoine. On est très heureux de vous retrouver avec grand plaisir pour un nouvel épisode de nos radioscopies de l'idéologie contemporaine et on aborde aujourd'hui la question de l'individualisme triomphant dans les sociétés occidentales où on assiste en effet à cette hypertrophie de la dimension individuelle au dépens évidemment de la dimension collective, au point que l'on peut utiliser vraiment le terme d'individu roi pour décrire le stade où nous en sommes à présent. Alors la première remarque que l'on peut faire, c'est que ce phénomène qui est connu déjà depuis plusieurs années, l'individualisme depuis la Renaissance, enfin depuis également Descartes, la naissance de l'individu, il y a eu une accélération incroyable qui s'est produite ces dernières années avec l'ère du numérique qui a mis chacun devant ces appareils isolés du reste du monde et devenir un individu totalement coupé du reste du monde. Est-ce qu'on peut dire un mot d'abord de ce phénomène d'accélération ? Ah oui, l'individualisme de la Renaissance était un individualisme effectivement où la personne retrouvait un statut ontologique métaphysique, l'individu. Mais ça n'annulait pas du tout le rapport à l'autre, ni le récit collectif de la nation, même du monde. La nouvelle... l'individualisation, ça veut dire l'individu, comme vous l'avez appelé l'individu roi, c'est avant tout un oubli du collectif, puisque tous les grands récits d'espoir collectif ont sombré avec la fin du communisme, et donc il n'y a plus d'horizon collectif. On se méfie énormément du collectif, d'ailleurs on a raison, puisque le collectif n'a pas le souci de rendre le monde meilleur. Vous savez, toute cette philosophie, ce qu'on appelait les nouveaux philosophes, qui a dit oublions l'espérance politique d'un monde meilleur et chacun vit pour soi le mieux possible. Alors c'est vrai que c'était le constat d'un échec, mais c'était aussi une catastrophe anthropologique, puisqu'il n'y a plus d'espoir collectif. S'il n'y a pas d'espoir, chacun est seul, chacun... Il n'y a plus d'horizon d'espérance collective, il n'y a plus d'espérance messianique, ce que nous appelons le messianisme, l'utopie messianique qui veut dire que, oui, le monde peut être meilleur, oui, la justice un jour triomphera. Oui, le scandale de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'exploitation des enfants, de la violence faite aux femmes, aux hommes, aux faibles, est insurmontable et nous n'accepterons jamais. Nous espérons que ça changera un jour collectivement. Elle est essentielle à la hauteur, à la grandeur humaine. Alors, d'avoir été tellement soi-disant intelligente, je crois que ça n'existe pas, d'accord, mais on en paye le prix où la fin du récit collectif et de l'espérance, l'utopie collective, crée un individu complètement coupé du collectif qui est constitutif de l'identité de chacun d'entre nous. Et c'est sur ce terrain d'effondrement idéologique des grands récits qu'est venu se greffer la dimension numérique qui, alors le numérique a été très fort pour l'individualisation parce que d'abord, il coupe l'homme du monde. Et l'autre devient un objet. C'est que la communication est réduite à un échange d'informations. Or, quand la communication est réduite à un échange d'informations, on n'a plus en vérité ce qui pourrait, dans un rapport charnel, dans un rapport qui ne passe pas via des écrans, bouleverser l'intersubjectivité, permettre à moi de devenir ce que tu es toi, être l'autre, de raisonner avec quelque chose d'autre que soi. Quand je dis de raisonner avec quelque chose de soi, ça veut dire d'ouvrir à partir de la rencontre, avec un grand R, la rencontre de l'autre, des horizons en moi qui seront fermés à jamais sans cette rencontre. Or, tout ça est absolument annulé par le fait que je reproduis toujours le même mode de communication. Et tout ce qui concerne les réseaux et tout ça, bon, vous n'êtes pas sur Facebook, mais on peut savoir, nos auditeurs non plus sans doute, mais on peut savoir que être là, c'est être un individu coupé effectivement du monde et seul à devoir défendre son individualité. On va y revenir. Je voudrais quand même qu'on parle d'un tout petit point qui me paraît, moi, assez intéressant, en tout cas paradoxal, c'est que cette individualisation, ou qui en principe devrait donner à chacun sa singularité plus forte, etc., au contraire aboutit à une uniformisation des personnes et des comportements, chacun se comportant exactement de la même façon, comme s'il y avait un rapport entre cette individualisation et cette uniformisation du monde. Oui, comment ça se fait? C'est parce qu'en vérité, il s'opère un isolement collectif. C'est pas juste une individualisation partielle. Ça devient un phénomène de société, de civilisation même, où l'isolement est devenu collectif. Donc chacun est isolé, mais chacun sait que chacun est isolé. Donc comme chacun a une modalité
existentielle, où chacun sait que maintenant la modalité existentielle, c'est d'être un des éléments d'un collectif où chacun vit isolé. En gros, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Grâce à Internet, grâce au numérique, mais aussi dans tous les rapports humains. Et aussi par le fait, la dissolution des liens d'amour qui s'engagent, par le papillon, le fait que tous les rapports d'amour, les rapports d'amitié, il n'y a plus... tout est voué à la disparition, quelque part. Et donc en réalité, au lieu d'enrichir l'individu en tant qu'individu, l'individu ne s'enrichissant véritablement quand sa génialité propre, son irréductibilité, se confronte avec l'autre. C'est pour ça que dans la Torah, vous savez, l'étude se passe en chavrutot, à deux. C'est pour ça que dans la Torah, la voix de Dieu passait entre les deux visages des chérubins, pour bien nous montrer que la vérité n'arrive que quand il y a une sorte de diffraction. Ça veut dire que... La vérité de chacun, en plus. La vérité de chacun n'arrive que comme le miroir d'un choc, d'une altérité radicale, qui permet à la vérité de se retrouver, justement parce qu'elle échappe à la doxa de l'évidence de son propre pouvoir cognitif. Alors tout de même, pour la Torah, on peut dire qu'au niveau individualiste, en tout cas valorisation de l'individu, il y a quand même des éléments forts du genre, il faut se considérer que le monde a été créé pour soi-même, oui, chacun. Alors là, on ne peut pas faire plus comme oui. individu roi. Vous avez raison. En quoi c'est différent? Vous avez raison. C'est très différent. Alors c'est différent parce que Bishvili Nivra Olam, pour moi, a été créé le monde. C'est ce que dit la Torah. Chacun doit croire que le monde a été créé pour lui. Mais il a été créé pour moi, pas du tout en termes. Justement, vous parlez de l'uniformation, de l'affadissement. Parce que chacun répète les mêmes mouvements. Cet isolement collectif, universel, fait que chacun va vivre de la même façon. Et donc, ça étouffe l'individu plutôt que de l'épanouir. Or, quand je dis le monde est pour moi, n'est pas en termes de possession. Il n'y a pas écrit le monde est à moi. Bishvili nivra olam. Là, olam ou sheli, pas du tout. Pour moi, le monde a été créé. Ça veut dire quoi? C'est la notion de responsabilité de donner du sens au monde. C'est-à-dire que l'homme se doit de donner du sens au monde. En donnant du sens au monde, quelque part, il rend le monde possible. Et c'est le fait que l'homme est coupé du monde, que l'individu maintenant ne vit que dans sa propre bulle individualiste et qu'il n'a plus de vrai contact. On le montre pas. Parce que, encore une fois, l'individualisation est aussi un cheval de Troie pour l'émancipation de la marchandisation du monde, du capitalisme. Ça veut dire qu'on est là en train de créer, et on te dit, et c'est un coup de génie en réalité, du capitalisme, c'est de dire le monde de toute façon il ne changera jamais, et toi tu peux te créer mais c'est pas grave que le monde change, non, on va te créer un monde illusoire que tu crées toi-même. D'où la production extraordinaire des fantaisies, des fictions, de cette addiction aux jeux vidéo, à cette addiction aux télé-réalités, à cette addiction même aux films de qualité. C'est-à-dire que l'homme, comme on ne peut plus changer le monde, on va créer un monde absolument illusoire qui donne l'illusion d'un changement. Et donc ce côté de consommation, de consommer un monde imaginé qui n'a plus aucun rapport avec le vrai monde, isole encore plus l'homme du monde. Et c'est le contraire pour moi a été créé le monde. Pour moi a été créé le monde, c'est la possibilité de donner un sens au monde et donc de rendre le monde meilleur, par mon action et par mon rapport au monde, de dégager dans le monde lui-même des choses qui n'existeraient pas sans que l'homme ait pu le révéler au monde. Et lui-même, bien sûr, en dialectique et en résonance. Donc par ce rapport au monde, découvrant lui-même des choses qui seraient restées à jamais tues s'il n'avait pas pris le risque de transfigurer le monde. Alors, on a vu déjà un certain nombre de conséquences, donc l'homme coupé du monde, l'homme coupé d'un devenir collectif aussi de l'humanité, réification des existences, marchandisation de la vie. Puis il y a aussi un point sur lequel peut-être on peut insister, dont on parle moins, c'est la concurrence qui s'exacerbe à tous les niveaux du fait de cette individualisation. Qui rend la vie impossible, finalement, à chacun. Oui, il y a un livre qui a été sorti, je me souviens plus de son nom, qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Ça veut dire qu'à un moment, on nous pousse tellement aujourd'hui, et ça aussi c'est un coup de génie, de l'aliénation capitaliste, excusez-moi tout le temps, je veux dire, capitalisme ou communisme, ça change rien, de l'aliénation occidentale, d'une modalité de l'exploitation de l'homme par l'homme,
ou de façon beaucoup plus subtile. Avant, on faisait travailler les gens dans les mines en leur donnant des coups de fouet. Bon, c'est fini, ça, c'est arriéré. Maintenant, comment on fait? On donne un sentiment de valorisation, d'épanouissement individuel, où l'homme va s'évertuer à montrer qu'il est un bon, qu'il est le meilleur. Et donc, il vit une vie dont il est tout le temps exposé, stimulé, mise en demeure, de prouver que c'est un bon génie, que c'est un génie qui sait travailler, que c'est un artiste ou quelqu'un qui sait produire. Ouais. Et donc, les grandes sociétés les plus subtiles, mais les plus, en vérité, oppressantes, c'est de dire à l'employé, non, il n'y a pas ici d'horaire. Ce qui est important, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même et que tu t'épanouisses toi. Mais cet épanouissement personnel au service de la société, enfin de la société, de l'entreprise dans laquelle il travaille, va faire que la personne va travailler, au lieu de travailler 8 heures obligatoires, elle va travailler 14 heures pour prouver que même chez elle, sur le computer, elle va travailler pour prouver... C'est elle qui est en jeu, finalement. C'est elle qui est en jeu. Donc l'estime de soi, c'est l'aliénation la plus extraordinaire. Parce qu'une aliénation extérieure qui te donnait des coups en prison, c'est toujours extérieur. Là, le pouvoir d'aliénation est rentré au cœur même de l'individu. Donc l'individu roi, comme on le présente, est devenu un individu esclave. Puisque maintenant, tu es constamment sur la sellette d'une évaluation de ton degré de performance qui amène à des psychoses, à des dépressions. D'ailleurs, et ça touche toutes les strates de la société, du clochard jusqu'au président de la République. Même le président de la République passe son temps à regarder les sondages. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Et là, la Torah, le Ramchal, fait une très grande différence entre ce qu'on appelle l'estime de soi et l'orgueil. Et j'aime beaucoup ce distinguo qu'il fait, en disant, l'orgueil, c'est de vivre sa vie par procuration du regard des autres. J'ai besoin, pour respirer, que les autres disent que je suis beau, intelligent, donc c'est un bébé. Un orgueilleux est resté un bébé. Il y a toujours besoin qu'on lui dise que c'est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, un peu comme certains politiques américains que je nommerai pas, on a l'impression qu'ils n'ont pas dépassé le stade du bébé. Il y a pas mal de gens comme ça. Oui, ça veut dire qu'ils sont toujours obligés de dire que c'est les plus forts, les plus beaux, parce qu'ils ne peuvent vivre qu'à travers l'accréditation des autres qui le mettent sur un piédestal. Ça, c'est nul. Ouais. Mais l'estime de soi, alors? L'estime de soi, c'est simplement savoir qu'on est élu. Ça veut dire que j'ai un sens, ma vie a un sens. Et j'ai pas besoin de le prouver à quiconque. J'ai pas besoin de prouver aux autres à quiconque. J'ai même pas besoin de le prouver à moi-même. J'ai besoin simplement de vivre dans une fidélité, une harmonie avec la génialité qui m'est propre. Et c'est merveilleux. Mais ça, c'est complètement camouflé par une fausse image de soi où on est mis en demeure tout le temps de prouver que de tes capacités, ça amène vraiment à la fatigue d'être soi-disant soi-même. Oui. Alors ça, on a parlé du travail, mais ça nous amène tout à fait logiquement à un autre aspect, les réseaux sociaux. Le fait que chacun expose son existence, qu'il attend une valorisation du moindre geste qu'il fait, du moindre plat qu'il mange, qu'il prend en photo, qu'il met sur son réseau, et qui est une dépendance extraordinaire. C'est-à-dire que les gens souffrent ensuite de ne pas avoir suffisamment de likes ou d'appréciation positive. Et donc là, il ne s'agit même plus de travail, il s'agit de la vie de tous les jours, où on est devenu esclave de cette image. Exactement. C'est une surexposition du soi où je n'existe qu'à travers le regard de l'autre. Donc c'est une forme d'objectif. L'individu roi a détruit en réalité ce que c'est l'individu vraiment, puisqu'il a transformé en objet de désir. Et la notion du désir ici est très importante, parce que les systèmes extraordinairement performants des algorithmes vont vous renvoyer des désirs, une image de vous-même, par rapport à des désirs exprimés, qui n'est qu'une facette de vous-même, qui va complètement circonscrire, délimiter votre identité et vous allez vous identifier. La machine vous renvoie un miroir auquel vous avez simplement donné une première impulsion, où elle va vous cartographier, va vous définir une fois pour toutes et va vous réduire à une seule des petites dimensions de votre être. Et ça va être pareil avec les autres. Ça veut dire que maintenant vous allez transformer votre existence, non pas en épopée comme il se devrait, mais en objet où on essaie de susciter l'envie ou le désir des autres. C'est d'une misère intellectuelle et morale. C'est volontaire, c'est ça. C'est volontaire. C'est volontaire parce que c'est la seule façon d'exister. Ouais. Puisque l'existence n'a plus de sens. Ouais. Quand on a créé, ils font en réalité ça, ces phénomènes capitalistes. Je me suis fait une fois presque agressé par des gauchistes en disant les promoteurs du capitalisme les plus efficaces sont les gauchistes. Pourquoi? Parce que de créer une société, toute à French Theory, de Deleuze à Foucault à Derrida, où il n'y a plus de valeur, où il n'y a plus de vérité, où il n'y a plus de verticalité, où il n'y a plus de quête de vérité authentique, où tout est construction de l'histoire, où rien n'existe vraiment, où tout on est dans le vide sidéral.
C'est la franche théorie. On est envie de dire tout est construction, tout est historique, rien n'existe vraiment, ni la femme, ni l'homme, ni l'histoire, ni l'homme. Foucault disait l'homme n'existe pas. Bon, c'est une invention qui va disparaître bientôt, etc., etc. Bon. Toute cette théorie qui est articulée, qui est intelligente, des passages très intéressants. Je suis le premier des fois à apprécier certains de ces textes. Mais ils ont amené que s'il n'y a plus rien, il ne reste que la seule chose qui existe vraiment, c'est le commerce. C'est l'échange des produits, c'est le plaisir, c'est la consommation. On est donc dans une édification paradoxale où et c'est la force du capitalisme qui peut toujours tout reprendre à son compte. La pensée de gauche qui essaye la pensée du soupçon, qui essaye d'affranchir l'autre des vieilles idoles de droite, de la pensée de droite qui essaye va donner au contraire un coup d'accélérateur à la société de consommation capitaliste, et les capitalistes de droite saluent bien bas la pensée de gauche qui permet cette accélération du capitalisme. C'est le paradoxe. Effectivement, et on peut dire d'ailleurs, puisqu'on est dans cette série d'émissions, que de très nombreux thèmes de cette idéologie contemporaine qu'on essaye comme ça de décrypter à la lumière de la Torah recoupent un peu cette idée que nous avons affaire à une sorte de superstructure idéologique, on va dire, qui permet aussi au service, bon je ne dis pas que c'est seulement la cause, mais qui se retrouve dans les intérêts du capitalisme. Alors, il y a l'individu roi, bon, il y a aussi, on le sait, bon, évidemment les défauts du collectivisme, on va dire, du trop de collectif, et ça on les connaît déjà, bon, on ne va pas forcément y revenir, mais j'avais vous demander comment la Torah trouve, elle, ce point d'équilibre entre ces dimensions qui paraissent s'opposer, entre les dimensions individuelles et les dimensions collectives. Ce qui est en jeu, la Torah, c'est la notion de liberté, de responsabilité, de vérité. L'individualisation faite par le numérique détruit la liberté par le fait que la personne construit elle-même sa propre prison. C'est encore un coup de génie. Ça veut dire que c'est un coup de génie. C'est-à-dire qu'avant, on n'a plus besoin de mettre les gens en prison. Les gens sont isolés et vont eux-mêmes s'inscrire dans une toile où ils sont un des pions d'une toile universelle, une des araignées qui tisse sa propre toile en tissant sa propre prison. L'idée de la toile, entre parenthèses, est bien trouvée parce que justement, on y est englué. Exactement, englué jusqu'au cou. Et donc ça, par rapport à ça, la Torah nous dit liberté. Or, liberté dans la Torah, c'est quoi? La liberté, le Maharal de Prague, c'est d'être, et ça rejoint ce dont on vient parler, c'est d'être véritablement soi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous dit Charut ala luchot, gravé dans les tables, les lois, la loi. Ne lit pas gravé, lit liberté, Charut, jeu de mots que tu as vu de fait. Tout le monde se pose la question, la loi, comme liberté, c'est bizarre. La halakha, c'est la vérité, mais c'est pas la liberté, si. Parce qu'en vérité, chaque mitzvah, chaque prescription thoraïque, correspond à un des membres du corps. Et c'est là le coup de génie de la Torah. C'est-à-dire, vous avez toujours deux opposés dans le monde. Ou bien vous avez l'homme désincarné de toute verticalité, qui essaie de s'émanciper lui-même, sa génialité humaine, mais qui est très triste, ça ne veut rien. Il y a le fardeau de la loi, comme disait l'autre, le joug de la loi, où je suis obligé... Et la Gemara en parle, c'est comme un âne qui porte des livres. Chamor no sesfarim. La Torah dit que les deux sont mauvais. Considère que la verticalité, ça veut dire la transcendance, ça veut dire la révélation. C'est d'être toi dans une dimension, et c'est compliqué à comprendre, c'est la liberté, c'est d'être toi, véritablement toi, mais dans une dimension d'éternité. Chaque mitzvah, les tefilines, par exemple, c'est comment le cerveau, l'équilibre, mais mettre ici les phylactères, près du cœur, près de là, l'action, l'émotion, la pensée, unis dans une transcendance qui arrache l'homme d'une dislocation entre l'action, l'émotion, les sentiments et la pensée. Donc une tension vers une harmonie totale entre ces trois dimensions, qui sont une partie de ton être. Parce que l'homme est fait d'émotions, d'intellect et de corps. Et donc on te dit, voilà, être toi, ce n'est pas être que toi, c'est être toi dans une dimension qui te dépasse, mais justement en te dépassant, elle te restitue à ce que tu es vraiment. C'est exactement ce trait-là de la liberté qui est important. Et c'est ce trait-là de la liberté que la Torah nous donne, qui est absolument annulé dans l'isolement de l'individu roi, puisque l'homme est réduit à une immanence absolue. Première chose. Deuxième chose, responsabilité. Ça veut dire responsabilité, ça veut dire la notion, la Torah nous dit que tu ne peux... à tout homme se doit comme s'il il doit se sentir comme s'il sauvait le monde. Ce fameux texte, vous savez, que Jean-Paul Sartre avait lu et qui avait
qu'avait ébloui Jean-Paul Sartre en disant toute sa philosophie était là. Dans le Talmud, Maïmonide le reprend, on doit voir le monde toujours à moitié méritant, à moitié coupable. On doit savoir soi-même à moitié coupable, à moitié méritant, ce qui statistiquement est impossible. Et donc je fais un acte positif, je sauve le monde. Je fais un acte, je détruis le monde. Ça redonnait un sens ontologique, métaphysique, un sens à l'échelle de la planète tout entière, à chacun de tes actes. C'est la responsabilité. Or, nous sommes dans l'artifice de l'isolement numérique, où on sait qu'il n'y a aucun sens. Tu peux dire ça, demain tu peux dire le contraire. On s'en fiche. Et chacun a si je puis dire, ce bouton. Chacun a dans un bouton, sens ou dans l'autre. Ouais. Et il y a la notion de vérité. Et là aussi, il faut bien comprendre. Vous savez que chez Twitter, je crois que ça s'appelle X maintenant, on donnait un certain nombre de caractères. Ouais. Donc on a fait des caractères 140, très courts, qui poussent à une sentence, à des échanges de plus en plus brutaux, à du dogme. Il n'y a plus d'idées. Et on a un nivellement de la pensée. Chacun peut penser... chacun, la pensée d'un grand philosophe ou de n'importe qui, c'est la même. On te dit non. La Torah te dit, tu dois étudier à deux d'ailleurs, dans la confrontation avec un homme, ne pas être seul, ou à 3 ou à 4. Ça veut dire pour être capable de te mesurer à ton incapacité, à ta capacité d'appréhender la quête de vérité. Or, cette initiation à la vérité, elle est complètement détruite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'illusion qu'Internet te donne toutes les connaissances, et après tu fais ta salade, et donc on tombe automatiquement dans des pensées les plus basses, qui sont le complotisme, ou l'extériorité, où on est dans un déservoir de haine, de rancœur, de ressentiment. On est dans ce que la parole a de plus bas. Par ces procédés de l'individu roi qui, derrière son écran, dit ce qu'il veut et se croit le roi du monde parce qu'il peut insulter la terre entière. Vous vous rendez compte quelle chute anthropologique, quelle descente de l'homme. Il n'y a plus cette quête de vérité qui passe par l'honnêteté de se mesurer à ta capacité d'appréhender cette vérité par un rapport au texte, à une révélation, ce qu'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah permet cela. Permet, d'évaluer vraiment ce que tu en es intellectuellement et spirituellement, de ne pas te raconter l'histoire. Mais 2, aussi, par cette rencontre avec l'autre et le texte, d'ouvrir en toi des horizons qui auraient été fermés à jamais sans cette travaux et sans ce dialogue. Et maintenant, peut-être que pour ceux qui, disons, ne sont pas forcément dans les niveaux d'études forcément très élevés, il y a cette idée d'appartenance aussi à un peuple qui fait qu'il y a quelque chose qui revient sur l'individualité, qui renforce l'individualité du fait même de cette appartenance à un collectif. Cette dialectique est dynamique dans la Torah, je crois. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que... Ça, c'est la chance du peuple juif. La chance du peuple juif, c'est que chaque individu est en même temps assigné à être absolument lui-même, tout en se considérant comme un des membres du corps glorieux d'Israël. Mais en réalité, l'idée du peuple juif, c'est l'idée universelle, c'est pour toute l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'il y a un grand retour du communautarisme, critiqué par la bande... oui, d'accord, on critique le communautarisme, c'est parce que la République n'est pas capable de donner l'universel. C'est tout aussi simple que ça. Si la République était capable de proposer un récit qui enchanterait et qui donnerait à chaque individu une place dans le collectif, il n'y aurait pas de communautarisme. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont besoin d'une communauté, parce qu'ils doivent s'inscrire dans un universel, dans un collectif. Parce que cet équilibre entre les deux est fondamental dans l'identité même de l'individu. L'individu est en même temps radicalement singulier. Et c'est pour ça que dans le Talmud, il n'y a pas un seul rave qui n'est pas mentionné. On ne donne pas des idées abstraites. Chaque idée qui est exprimée est prononcée par un individu comme individu. Et c'est très important parce que ça occupe beaucoup de place finalement dans le Talmud. Exactement, c'est énorme. Et au point où la Gemara nous dit celui qui cite, c'est très intéressant, celui qui cite un enseignement sans citer celui de façon abstraite, sans citer celui qui l'a énoncé, fait reculer la venue du Messie. Comme si la venue du Messie qui est la jonction entre vérité et réalité, quelque part. C'est ça le messianisme. C'est que tant que la vérité et la réalité sont distordues, qu'elles ne sont pas ensemble, on est dans l'exil. Quand quelqu'un n'est pas dans la vérité de lui-même, il est dans l'exil de lui-même. Le messianisme, c'est l'harmonie entre vérité et réalité. Or, de ne pas dire le nom de celui qui a prononcé l'enseignement,
c'est quelque part de trahir la vérité dans cette réalité, parce que le visage, la singularité de chacun participe à l'écho, à la nature, à la vibration artistique de ce qui est dit. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on est très loin d'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbe neutre. L'énonciation d'une vérité n'est totale que si elle est portée par un visage, par l'individualisation. C'est ça l'individu réellement roi. C'est celui qui en même temps dit une vérité qui lui est tellement intime, mais qui en même temps a un écho d'universel, parce qu'il le dit comme un des éléments d'humanité, pas que comme un individu coupé de l'humanité. Et c'est ce qui manque réellement aujourd'hui. Est-ce que dans cette dimension messianique, il y a aussi l'idée d'une harmonie complète entre l'individu et le collectif, c'est-à-dire qu'il y aurait des individus entièrement singularisés, entièrement eux-mêmes, au sein d'une collectivité entièrement, j'allais dire, solidaire, entièrement soudée? Non, chacun se doit d'être les deux. Chacun. Oui, je veux dire, c'est l'harmonie entre ces deux. C'est ça, l'harmonie entre ces deux dimensions. Oui, mais chaque individu est en même temps un individu total, singulier, irréductible, irremplaçable, mais qui est en même temps un élément du corps glorieux d'un collectif. Et le collectif alimente la génialité de l'individu, et l'individu alimente la génialité du collectif. Cette énergie dialectique, cette résonance entre deux, elle est appartient à chaque individu, à chaque collectif. Sans ça, on est dans une hypertrophie individualiste qui, paradoxalement, fait perdre la profondeur du sens de l'individu, puisqu'il est coupé de son intrigue du pourquoi. Alors, toute cette notion de peuple, Alors, c'est vrai que tout a tellement été dévoyé, là, sur du national, de la nation par le nationalisme, du patriotisme par le racisme, qui fait que les gens ne s'y retrouvent plus. Mais effectivement, nous avons un modèle, nous, dans la Torah, qui associe une fidélité absolue au peuple, tout en étant dans l'ouverture totale à l'humanité, un amour du prochain qui se décline aussi bien à l'identité qu'au lointain, aime l'étranger, parce qu'il est étranger. Donc la Torah nous a déjà pensé toutes ces extraordinaires enjeux qui se jouent entre le collectif et l'individu. Voilà, et on peut espérer que l'individu du roi et les extrêmes dans lesquels on arrive amènera peut-être à une forme de retour du balancier pour retrouver cet équilibre, puisque nous étions partis de trop de collectivisation peut-être à une certaine époque, le XXe siècle, l'ère des collectivisations, la réaction individualiste, peut-être que enfin on trouvera cette voie, non pas moyenne parce que ça réduirait la chose, mais cette voie dynamique, on va dire, pour ce que vous avez expliqué, la possibilité de magnifier en même temps les deux éléments en les faisant tenir ensemble. Merci encore une fois, Rav Sadin, de vous avoir apporté tous ces éclaircissements et vos enseignements très précieux. On vous retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup pour votre attention.